Et finalement, eh bien, il a obtenu un non-lieu. Et les militaires français, un certain nombre d'officiers supérieurs de l'armée française, se sont indignés du fait que le général Poncet a obtenu un non-lieu. Mais ce que je sais, moi aussi, de la carrière du général Poncet, parce que j'ai essayé aussi d'enquêter sur sa carrière, notamment il a été au Rwanda, mais il a fait beaucoup d'autres choses, notamment aussi au Kosovo. C'est pas toujours quelqu'un qui a un comportement très orthodoxe par rapport aux règles de déontologie de l'armée. Il vient en plus les sections du 11e choc, donc une section spécialisée des services de renseignement. Donc le général Poncet a obtenu un non-lieu dans le dossier Mahé parce qu'il lançait un rayon sur le dossier de Bouaké. Et ce n'est certainement pas lui qu'on allait faire emprisonner lourdement dans le dossier Mahé, alors que le dossier de Bouaké était beaucoup plus important. Donc, il fallait trouver un arrangement pour que le dossier de Bouaké disparaisse complètement de l'écran. D'une certaine façon, ils y sont parvenus. Parce que la plupart, le président Chirac d'ailleurs avait dit qu'on ne va jamais oublier les gens de Bouaké. Finalement, on les a tranquillement oubliés. Et il est très intéressant qu'on les oublie définitivement parce que le fait de revenir sérieusement sur ce dossier-là va montrer que la volonté d'en finir avec le président Gbagbo date de 2004. Et que n'eût été le rôle joué par les patriotes ivoiriens qui ont été décriés évidemment dans la presse française, je pense que le président Gbagbo n'aurait pas pu tenir jusqu'en 2011 pendant la période électorale. Et donc, sur un autre aspect que vous avez soulevé sur l'affaire Kiefer, bon écoutez, j'ai découvert dans le dossier Kiefer une chose importante, c'est que, vous vous souvenez, tous les Ivoiriens savent que lorsque Jean Hélène, le journaliste Jean Hélène avait été tué en Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne a travaillé de façon diligente. Et les autorités françaises n'ont rien eu à redire sur le travail qui avait été fait par la justice ivoirienne sur le dossier Jean Hélène. Sauf que dans le cas de Guy-André Kiefer, les choses se passent autrement. On voit le juge Ramael, que je connais aussi pour avoir travaillé sur certains aspects de ces enquêtes. Le monde judiciaire est parfois très petit, vous recroisez des gens que vous avez vus dans d'autres dossiers, etc. Bon, la façon dont l'enquête est diligentée sur le dossier de Guy-André Kiefer pose le problème crucial de la présence de 2 diplomates français à Abidjan ce jour-là, notamment M. Bruno Joubert et Mme de la Palme. La Libye qui a été trouvée par ces 2 personnes, ou ces 2 personnalités, selon le point de vue on peut se placer pour les désigner, ils ont fait croire qu'ils avaient été à Abidjan pour une histoire d'une réunion qui aurait eu lieu à l'ONUCI avec les diplomates de l'ONUCI. Mais moi j'ai eu quelques diplomates de l'ONUCI qui m'ont contacté de façon confidentielle en me disant qu'ils ont consulté à la fois le carnet de rendez-vous officiel et le carnet de rendez-vous confidentiel. Et ce jour-là, au fameux 16 avril, il n'y a eu, ou pendant toute la semaine, aucun rendez-vous prévu ou tenu à l'ONUCI entre les 2 diplomates français et des diplomates de l'ONUCI. Il y a d'abord un élément, un document très important là-dessus, qui je pense, si jamais on voulait aller loin dans le dossier Kiefer, sera produit devant les magistrats. Évidemment, lorsque le juge Ramael fait ses auditions ici, moi j'ai essayé de voir si Mme de la Palme et M. Joubert seraient interrogés, auditionnés, de façon purement indicative. Peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec le dossier Guy-André Kiefer, mais puisque la Libye qui a été donnée est vraisemblablement erronée, il serait peut-être utile d'écarter définitivement cette piste-là. On regarde également que M. Guy-André Kiefer, qui travaillait pour la société CCC en Côte d'Ivoire,
non seulement il faisait des enquêtes sur les personnalités politiques ivoiriennes, mais il faisait également des enquêtes sur ses propres patrons. Qu'il avait eu à découvrir un certain nombre de documents, qu'un jour son ordinateur a été inondé dans son bureau, tout seul. Je ne savais pas qu'il y avait des inondations imprévues à Abidjan sur la taille de 1 mètre de hauteur et qui disparaissent en même temps. Et évidemment, il a pu récupérer le disque dur de son ordinateur. Et que cette piste-là n'a pas été suivie par les enquêteurs français, notamment par le juge Ramael. Et que la seule vraie piste intéressante pour eux, était celle de M. Legret, beau-frère de Mme Gbagbo, qui aurait fait torturer M. Guy-André Kiefer dans les sous-sols de la présidence. Et lorsque l'un des témoins, le témoin médiatique que vous connaissez tous, puisqu'il s'est exprimé sur France 3 en France, en disant que lui, il a vu comment on avait torturé Guy-André Kiefer, lorsqu'il est mis en situation de confrontation avec certains enquêteurs ivoiriens, il dit non, finalement, il n'a pas vu torturer Guy-André Kiefer, mais qu'il a vu quelqu'un qui aurait entendu, qui aurait vu quelqu'un qui aurait entendu qu'on aurait amené Guy-André Kiefer dans les sous-sols pour le torturer. Bon, évidemment, l'affaire Guy-André Kiefer est exactement comme les autres affaires. Il fallait absolument noircir le tableau. Le fait d'attaquer Mme Simone Gbagbo n'avait qu'un seul objectif, c'est d'attaquer le président Gbagbo. Bon, et lorsque on voit, encore une fois de plus sur les épouses Kiefer, la demande qui avait été faite par les enquêteurs ivoiriens de savoir, mais finalement, qui est la femme de Kiefer? Est-ce Atafwa Kiefer, d'origine ghanéenne, qui était avec lui en Côte d'Ivoire, ou aux Anges Kiefer, avec qui il n'avait plus de relation depuis au moins une dizaine d'années? Bon, on sait que généralement, on a entendu des dirigeants français stigmatiser la polygamie en France. Bon, les enquêteurs ivoiriens voulaient quand même savoir si M. André Kiefer, le fait de savoir qu'il s'était un peu tropicalisé, il avait fini par avoir les mauvaises habitudes des Africains qui consistent à prendre 2 femmes, par exemple. Eh bien, finalement, les enquêteurs ivoiriens n'ont jamais eu de réponse à leurs questions, puisque la seule vraie carte de séjour et la seule femme retenue comme étant l'épouse de Guy-André Kiefer était finalement Atafwa Kiefer, et pas aux Anges. Et donc, vous vous rendez compte que tous ces arguments ont été des arguments purement politiques qui n'avaient qu'un seul but, déstabiliser le régime du président Gbagbo et de voir dans quelle mesure on pouvait le renverser. Donc il fallait préparer l'opinion à tout cela. Donc aujourd'hui, depuis que le président Gbagbo a été renversé, on n'a pas eu un prélèvement d'ADN dans les sous-sols de la présidence pour pouvoir confondre les gens qui auraient torturé M. Guy-André Kiefer. On n'a pas eu non plus, bon, on nous a dit que le juge Ramael est allé en Côte d'Ivoire pour poursuivre ses enquêtes, mais bon, le peu qu'on connaît du dossier, c'est pas le fait d'aller à Abidjan aujourd'hui, puisqu'il est allé plusieurs fois et qu'il a même détruit, il a eu à fouiller toute une forêt à Abidjan pour chercher le corps de Guy-André Kiefer. Quand un Français disparaît à Abidjan, avec la présence de la force Licorne sur place, on ne disparaît pas comme ça. Bon, donc aujourd'hui, il est évident que les 2 dossiers de Bouaké et de Guy-André Kiefer sont très embarrassants pour les autorités françaises aujourd'hui, notamment sur tout ce qui a été dit, y compris par les journalistes. Beaucoup de mes confrères m'ont dit dans différentes chaînes de télévision quand le livre est sorti que bon, écoutez, M. Nana, vous devenez agaçant pour beaucoup de confrères parce que vous avez cette fâcheuse tendance d'aller à contre-courant sur les événements du Rwanda. On a dit qu'il y a eu génocide, vous venez, vous remettez ça en question, vous dites de parler de l'attentat. Bon, maintenant vous revenez sur le dossier de la Côte d'Ivoire, vous parlez dire que finalement le président Gbagbo n'a peut-être pas fait ce qu'on a dit et que finalement l'affaire Guy-André Kiefer n'est pas exactement ce qu'on a dit ou que les événements de Bouaké ne relèvent pas de tout ce qui a été dit. Vous savez, il y a des journalistes qui ne supportent plus de vous entendre ou de vous voir. Je dis, mais c'est pas grave, ce qui est plus important, c'est que la vérité se sache. Et ça, face à ça,
je peux être marginalisé dans certains médias, mais je m'en moque royalement parce que je vis de très nombreuses années. Et ce qui est important, c'est que la vérité avance, et je crois quand même que d'une manière ou d'une autre, je contribue à les faire avancer, et c'est ça qui est plus important. Et je pense que l'AIE peut-être permettra aussi de la faire avancer d'une certaine façon. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Bon, mes excuses. Bon, la question que je veux poser, c'est que je voulais poser une question simple. De tout ce qui a été entendu, d'après ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire, et tout ce qu'on sait maintenant, pourquoi M. Gbagbo est encore en prison? Ben, écoutez, c'est très simple. Je vous ai dit, M. Gbagbo n'est pas allé en prison parce qu'il a commis un crime dans son pays. Parce que la constitution ivoirienne est très claire. Le président de la République, et je parle sous le contrôle des juristes et des avocats dans la salle, lorsque le président de la République de Côte d'Ivoire commet un délit où il est responsable devant la haute cour de justice de son pays. C'est clair, net